Il y a 70 millions d'années, au cœur de ce que l'on nomme aujourd'hui le Pacifique Sud, un morceau de terre se détachait du continent australien. Cette terre allait suivre sa propre destinée et devenir le site d'une biodiversité marine exceptionnelle. À la fin du Tertiaire, il y a environ 2 millions d'années, cette île de 500 km de long sur 50 de large possédait un récif côtier. Puis, le niveau de la mer est monté à plusieurs reprises, tandis que les bords de l'île s'enfonçaient. Les plaines du littoral furent noyées par l'océan et la formation verticale du récif commença. Les récifs de Nouvelle-Calédonie ont vraiment des caractéristiques exceptionnelles et c'est une des plus longues barrières au monde et c'est vraiment une des plus belles barrières. Le corail qui compose ces récifs nous raconte cette histoire, celle des climats, mais aussi celle de la vie qui s'y est développée pendant des millénaires. Alors, le récif calédonien, en particulier la barrière, s'est édifié au cours de ce qu'on appelle nous le Quaternaire, qui a duré 2 millions d'années. Il s'est édifié en fait par unités successives. Ces unités successives se sont développées au cours des variations au niveau de la mer. Et en particulier, l'édification s'est faite au cours de ce qu'on appelle les interglaciaires, c'est-à-dire les périodes chaudes. Ces interglaciaires interviennent à peu près tous les 100 000 ans, selon la théorie astronomique de Milankovitch. C'est-à-dire qu'on a une cyclicité qui est liée à la position de la Terre par rapport au Soleil. En gros, donc, on a des phases qui sont dites chaudes, qui correspondent aux interglaciaires, et à des périodes où il y a des hauts niveaux de la mer et donc des calottes glaciaires beaucoup moins importantes. Et une cyclicité aussi qui est marquée donc, par des bas niveaux de la mer, qui correspondent aux périodes dites froides, où le niveau de la mer peut atteindre moins 100 mètres ou plus par rapport à l'actuel, et où l'eau de ces océans donc, se retrouve sous forme solide, donc sous forme de glace au niveau des calottes. Il y a 18 000 ans, la dernière glaciation provoqua un abaissement de 130 mètres du niveau de la mer. Le lagon calédonien prenait sa forme actuelle. Nous effectuons donc des forages dans des colonies bien particulières. On utilise le genre qu'on appelle Porites, ou alors un autre genre qu'on appelle Diploastrea. Le but de ces forages carottés est d'obtenir donc du matériel de l'intérieur du récif barrière pour en étudier sa structure, savoir quelle a été son évolution et quelle est sa composition en termes faunistiques et floristiques du point de vue des organismes qui ont été conservés et qui sont d'origine carbonatée. L'étude de la barrière est essentielle parce que ça nous donne accès à des archives environnementales et climatiques de plusieurs centaines de mille années. Du point de vue biodiversité, c'est de comprendre comment se sont effectuées la recolonisation donc des lagons, par exemple. Comment on a obtenu cette biodiversité qu'on observe dans les lagons. Le Grand Récif s'étend au large de chaque côte de la Grande Terre. 2 barrières exceptionnelles, longues de 600 km chacune, qui délimitent un ensemble de 20 000 km². La vie qui a colonisé ce nouvel espace s'y retrouve aujourd'hui au travers de différents biotopes. Le lagon s'étend de la mangrove au récif. Au plus proche de la Terre, la mangrove joue un rôle crucial pour l'équilibre écologique du lagon. Elle sert de filtre aux eaux de ruissellement chargées de limon et représente le siège de la vie de nombreuses espèces aquatiques. Une nurserie à grande échelle, où les alevins vont prendre du poids à l'abri des prédateurs qui les attendent au large. Un milieu entre terre et mer.
Puis viennent les herbiers, les alguerets et les fonds de sable. Chaque espace ayant ses propres formes de vie, sa faune et sa flore, son organisation et sa hiérarchie. Enfin, à l'extrémité du lagon, le récif, avec ses deux pentes, internes et externes. Un univers en équilibre, la vie qui s'exprime, se dévoile, se cherche sous de multiples formes. Un festival de comportements, de codes, de couleurs qui avertissent le prédateur ou trompent pour protéger le plus faible. Un foisonnement d'espèces qui se croisent, se touchent ou s'ignorent, partageant parfois une relation symbiotique, parasitaire ou commensaliste. Le néophyte s'y perd. Le scientifique s'interroge sur la meilleure méthode d'analyse d'une telle richesse, d'un milieu aussi vaste et complexe. La Nouvelle-Calédonie est proche de ce que l'on appelle le point le plus riche en biodiversité, l'hotspot qui se situe dans la région indo-malaise, donc dans le triangle d'or de la biodiversité. Le nombre d'espèces, qu'on appelle la richesse spécifique, c'est quelque chose qui est très difficile à apprécier, à estimer, à dénombrer, pour la bonne raison que le monde vivant, il va du microscopique au macroscopique. Alors, le seul chiffre qu'on peut s'autoriser à donner aujourd'hui pour la flore et la faune marine néo-calédonienne, c'est celui des 8976 espèces, qui correspond précisément au dernier recensement que l'on a fait. Il y a une guerre qu'on ne gagnera pas, c'est celle d'essayer de circonscrire, j'allais dire, cet ensemble, ce vaste ensemble dont on n'a même pas idée des limites, c'est-à-dire les quantités d'espèces, etc. En revanche, ce qui est important, c'est d'emmagasiner au maximum la connaissance sur cette diversité. Quand on sait le temps que demande d'approcher ces notions de taxonomie et le temps qui nous est donné finalement pour circonscrire cet ensemble, il vaut mieux réfléchir, et c'est là où la recherche et la science jouent un rôle important, vers d'autres outils, d'autres méthodes pour appréhender cette diversité et cette richesse. Et vous avez tous entendu parler du barcoding de la vie, c'est-à-dire dénommer les espèces par un ensemble de barres, comme on dénomme n'importe quel objet dans les supermarchés, dans les magasins avec un code barre. Eh bien, l'idée, c'est d'essayer, mais la partie n'est pas gagnée, c'est parce que c'est compliqué, mais d'essayer d'avoir un registre le plus rapide et le plus simple possible de l'ensemble de ces organismes, justement de manière à pouvoir comprendre et surtout à suivre l'évolution de ces faunes et de ces flores à travers le temps. Pour l'Institut de recherche pour le développement de Nouvelle-Calédonie, le lagon est un site d'études hors du commun. Les axes de ces recherches sont variés, mais ils ont tous un lien avec la biodiversité du milieu. Nous nous rendons avec Claude Péry sur la pente externe du récif dans le lagon sud, là où la vie s'accroche face au courant du large. Cette vie révèle parfois des trésors biologiques qui peuvent servir à l'amélioration de la condition humaine. L'IRD a un grand chantier sur les substances naturelles d'origine marine. Il y a une unité de recherche qui consacre ses activités à ces questions-là et un certain nombre d'organismes, notamment des invertébrés, des éponges, des acidiques, etc. et quelques algues que l'on vient d'introduire récemment dans les projets, sont des organismes qui sont travaillés par un ensemble, par un grand réseau de pharmacologistes, de chimistes, pour justement rechercher les molécules qui peuvent répondre essentiellement à des problématiques, j'allais dire, médicales. Donc c'est quand même améliorer le bien-être de populations qui souffrent de maladies telles que le paludisme, donc la malaria. Donc il y a des projets importants. Nous sommes dans le laboratoire dédié à la recherche sur les molécules actives au cœur de l'Institut. Ici, les éponges séchées vont faire l'objet d'un premier traitement avant d'être envoyées au laboratoire de Toulouse, en France, pour en approfondir l'analyse. Dans les éponges, on retrouve à peu près un tiers des molécules qui ont des touches au niveau biologique.
et donc ce qui suscite forcément un très grand intérêt. Il y a les applications médicales au niveau anticancéreux, antiviral, anti-inflammatoire. On peut se rendre compte de l'énorme variété en fait, d'éponges qu'on rencontre dans le lagon calédonien. Et les études qui sont faites depuis quelques dizaines d'années en fait, sur ces éponges ont permis quand même de récupérer une très grande variété en termes d'espèces, d'où l'intérêt en fait, de la Nouvelle-Calédonie à ce niveau-là. Il y en a une entre autres qui est arrivée au stade clinique, qui est un anticancéreux. Malheureusement, comme souvent, elle a montré quelques effets secondaires et donc on se sert de cette structure de base en fait, pour faire de la modulation et voir si on ne pourrait pas, des fois, avec quelques modifications, contourner ces effets secondaires et améliorer l'efficacité de cet anticancéreux. Le lagon nous révèle ici un autre visage. Comprendre la biologie des êtres qui le peuplent, c'est aussi donner à la biodiversité une autre dimension à sa nécessaire préservation. L'équilibre d'un milieu naturel n'est pas une donnée figée dans le temps, mais une structure complexe en constante évolution. Chaque espèce y défend son droit de vivre, de prospérer, et court aussi le risque de disparaître, avec ou sans l'intervention humaine. Le facteur anthropique peut cependant devenir déterminant pour l'avenir du milieu et de certaines espèces, comme c'est le cas pour les tortues marines. La Nouvelle-Calédonie représente une aire de ponte importante, et malgré une réglementation stricte qui en interdit la capture et la commercialisation, le risque d'extinction est bien réel. La surpêche, les loisirs nautiques, les activités urbaines et industrielles pèsent sur cet équilibre. L'impact peut être direct sur la vie du lagon, celle qui s'exprime au cœur des différents biotopes sous-marins, mais peut aussi se ressentir sur d'autres espèces animales qui doivent leur survie à l'équilibre de l'ensemble. En Nouvelle-Calédonie, les oiseaux marins représentent à eux seuls un patrimoine naturel menacé. Sur les îlots du lagon, la vie faune est unique. Avec 183 espèces natives, dont 23 sont endémiques au pays, les colonies d'oiseaux souffrent de l'augmentation de la fréquentation des îlots par les plaisanciers. Nous sommes ici sur un îlot loin de tout, où l'extravagance de la faune aviaire est restée dans son état originel. Il n'en va pas de même pour les îlots plus faciles d'accès, où malgré les moyens de protection, comme la mise en réserve de sites de reproduction, certaines espèces sont au bord de l'extinction. Chaque espèce utilise un morceau de l'îlot particulier. Il y a une excellente répartition spatiale entre les différentes espèces. Donc il y en a comme la Néréis qui niche en plein milieu de la plage, il y en a d'autres qui vont nicher plutôt en bordure, etc. etc. Et il y a vraiment une optimisation de l'espace. J'ai vraiment l'impression... La sterne Néréis peut être considérée comme emblématique des menaces qui pèsent aujourd'hui sur ces oiseaux marins. C'est une petite bête farouche et craintive, donc qui va tolérer l'approche d'un humain à une grande distance. Donc le nid va rester longtemps à découvert, et alors là, c'est soit les mouettes qui viennent picorer l'œuf ou manger le poussin, soit la déshydratation ou le froid s'il y a beaucoup de vent.
Alors la Sternerii, c'est une très petite sterne, elle appartient à ce qu'on appelle les sternes naines. C'est à mon avis l'oiseau calédonien le plus proche de l'extinction. Il est vraiment en danger critique d'extinction, il y a très peu de reproduction et il est difficile de la protéger parce qu'il n'y a plus vraiment de fidélité au site à cause du dérangement. On ne peut même pas appeler ça une colonie. On ne peut pas protéger un œuf et puis on va trouver un autre œuf sur un autre îlot. Donc une ponte très dispersée, ce qui fait aussi sa force, parce que bon, si elle est détruite sur un îlot, les petites colonies d'un autre îlot pourront s'en sortir, mais d'un point de vue protection, ça pose un très gros problème. Fragile et difficile à protéger, toutes les espèces ne sont pas dans le cas de la Sternereis. Les colonies d'oiseaux et les hommes devraient pouvoir cohabiter. C'est avant tout une question de bon sens. Quand on va sur une plage comme ça et qu'on observe ce style de comportement, c'est-à-dire des oiseaux qui tournent autour d'une position précise, qui reviennent rapidement après qu'on soit passé et toujours au même endroit, c'est un signal d'alerte, ça veut dire qu'il y a de la nidification, œufs ou poussins. Il faut s'éloigner. Nous nous dirigeons maintenant vers la pointe sud de la Grande Terre, l'île principale de la Nouvelle-Calédonie. Dans la région de Goro, nous sommes sur les traces des premiers hommes à avoir peuplé le pays, les Kanaks. Si l'impact de la présence humaine va croissant avec la modernisation, l'histoire des hommes et de leur rapport à l'environnement est ponctuée d'épisodes de transformation et de modelage. La recherche du mieux vivre ne date pas d'aujourd'hui. À chaque époque, ses avancées, et à chaque époque, ses conséquences. Grâce à l'archéologie, nous remontons le temps 3000 ans en arrière. Il faut imaginer que les gens sont dans un environnement où, ici, on a une espèce de formation, c'est même pas une formation de dunes, c'est une formation de sable de bord de mer qui est juste en face du lagon. Et très rapidement, juste derrière, il y a la forêt. Donc nécessairement, quand les gens ils viennent, ils se déplacent, c'est des agriculteurs, donc ils doivent probablement essayer d'exploiter déjà au maximum et les ressources naturelles. Et il est évident que les bois devaient être bien meilleurs ici que les bois qu'ils pouvaient trouver sur les îlots, même s'ils habitaient en permanence sur les îlots. Donc on peut imaginer que très rapidement, les gens ils sont venus tailler des arbres ici, et puis qui faisaient bêtement traverser avec les pirogues les fûts pour pouvoir construire leurs cases. Donc ici on trouve l'ensemble de ce que peut être une occupation, c'est-à-dire aussi bien de la poterie que des éclats de pierre taillés, que des haches, que des fragments de parure, des bracelets en coquillage, des choses dans ce genre-là. Il y a un impact direct qui est évident, qui est à partir du moment où les gens s'installent dans une nature qui était une nature qui préalablement avait connu aucun impact humain, on a des conséquences qui sont des conséquences rapides. Par exemple, on a une diminution significative, rapide, du nombre de tortues. Sur ce site, on a trouvé énormément d'ossements de tortues. Ça, c'est le premier effet. On a un effet qui est bien plus tardif. C'est qu'au fur et à mesure où la population a augmenté, on s'est retrouvé avec des gens qui exploitaient les bords de mer et l'intérieur de plus en plus, qui donc, pour pouvoir faire des champs, étaient obligés d'éliminer la forêt. Des forêts qui, pour la plupart dans le Pacifique, sont des forêts qui ne connaissent pas naturellement le feu. Probablement en Calédonie, ça faisait 20 000 ans qu'il n'y avait pas eu de feu de façon naturelle. Donc on est dans des environnements où les couches d'humus pouvaient atteindre entre 50 cm et 1 mètre d'épaisseur. Tout ça, ça tient grâce aux racines des arbres. À partir du moment où vous n'avez plus d'arbres, le premier cyclone, la première très grosse pluie, eh bien tout ça c'est lessivé. Et donc ces milliards de mètres cubes de terre et de sol relativement meubles ont quitté les vallées, ont quitté les flancs de collines, etc. Ils sont venus s'accumuler dans les estuaires, dans les plaines. C'est pour ça qu'ici, on a une stratigraphie très claire où il y a 3000 ans, ici c'était la plage, sable blanc. Et aujourd'hui, vous regardez, c'est de la terre.
les hommes se sont donné les moyens de leur survie, ayant même parfois des démarches de grande envergure, à une époque où seule la force des bras était disponible. Et là, on a un phénomène qui est extrêmement intéressant. Juste aux sorties de la Cubigny, un espèce de barrage artificiel qui en fait a été construit pour partiellement empêcher l'eau qui arrivait du gros cric qui s'écoule ici sur la pointe nord de venir prendre toute cette zone humide. Le pourquoi du barrage, c'est probablement lié à une volonté de récupération maximale des terres cultivables en aval. Et une partie de ces terres issues des phénomènes de lessivage de la montagne devaient être relativement humides et marécageuses. Et l'objectif était de dévier la rivière, c'est-à-dire la source d'eau, afin d'assécher partiellement, de drainer ces espaces et de pouvoir ainsi les planter et les cultiver. L'intérêt de préserver la biodiversité, c'est de préserver un ensemble vivant qui fonctionne. Pour préserver une biodiversité, il faut créer des outils pour la préservation. Et la préservation ne peut être valide et valable que si on sait de quoi on parle et on sait exactement ce que l'on veut préserver. Alors préserver des espèces, ça n'a pas d'intérêt si on ne les inclut pas dans leur espace. Donc cette notion de préservation, et là les sciences humaines jouent un rôle très important, c'est de délimiter ces espaces, l'interaction entre les espèces naturelles dans lesquelles ces espèces vivent et l'espace occupé par l'homme, et les interactions justement entre les activités de l'homme et l'impérieuse nécessité qu'ont les espèces d'être maintenues dans leur milieu. La notion de faire de la biodiversité pour léguer aux générations futures un état le moins dégradé possible, finalement, c'est des choses qui n'accrochent pas. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on entend ces slogans, protégeons pour léguer. Mais je pense que ce qui est important, et les gens sont plus sensibles à la notion de dire, on est dans un environnement, qu'est-ce que cet environnement m'apporte dans mon bien-être, dans ma façon de vivre? Et quand on est heureux, alors là, on peut envisager de léguer quelque chose de sympathique aux générations futures. Une des manières justement de rapprocher la biodiversité des populations, c'est justement de montrer en quoi cette biodiversité peut arranger leur quotidien et peut améliorer leur vie tous les jours sans pour autant dégrader le milieu. Nous sommes au nord-ouest du pays, près de la tribu de Temala. Les crabes de la mangrove et du bord de mer représentent une source importante de revenus pour ces tribus isolées de la Grande Terre. Ici, la technique de la pêche au trou est ancestrale, transmise de génération en génération. Il faudra chercher... Joli mâle. Ouais. Et puis il doit faire juste la taille légale, quoi. 14 cm. La science moderne a ici un autre rôle à jouer, celui de lien entre la connaissance des cultures et celle des ressources naturelles. Comment combiner la préservation d'un milieu avec la prise en compte des traditions qui perdurent depuis l'aube des temps? C'est un nouveau défi pour les chercheurs et sans doute l'un des plus complexes pour garantir l'équilibre des écosystèmes. Et voilà, impeccable. Dans les sacs. Là, il y a l'autre trou là chez Lucia. Ah ouais, on va aller voir. Oui, on va aller voir si elle l'attrape on ou a. pas. Oui.
Ah, oui. Talek, talek. Chop. Là, c'est bon. Le crabe, moi, c'est à partir de... Je suis sortie de l'école, c'est à 16 ans, puis c'est dès là que j'ai commencé à pêcher. Je vais toujours avec ma mère quand je suis petite. Si on fait une bonne pêche, mais on amène des crabes à la maison, peut-être 20 ou 18, mais sinon, il y a des autres jours où il n'y a rien. Mais maintenant, c'est moins de crabes. Des coquillages? Ah non, c'est des crabes. Voilà. Oulala. On va essayer justement de mettre en place une étude qui soit scientifiquement valide, c'est-à-dire qu'avec une précision suffisante, qui puisse impliquer en tout cas les pêcheurs, qui sont directement les premiers concernés et qui se rendent compte les premiers d'une évolution justement de l'état de cette ressource, quoi. Soit une diminution de la taille moyenne, soit une baisse d'abondance, des signes quoi, avant-coureurs. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de les associer à ce suivi. On ne connaît pas énormément de choses sur le crabe de palétuvier, mais on sait au moins qu'on le retrouve dans la mangrove, là où on était ce matin, et aussi sur ces plateaux un peu d'herbier, un peu rocheux, donc il n'y en a pas sur tout le littoral. Des pépés de crabe. Ouais, c'est ça. Punaise. Il est tout... On a prévu là bientôt de réaliser une étude plus approfondie des différents biotopes que le crabe colonise à ses différents stades de vie. C'est-à-dire qu'on essaye de savoir un peu où se trouvent les plus petits, où se trouvent ensuite les jeunes et les adultes, quoi. Le colporteur est à l'heure. Les crabes finiront sur les étals du marché de Nouméa et dans les restaurants. La vie des habitants de cette tribu côtière est rythmée par son passage. Non, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Il a oublié. « 100 tonnes de crabes sont pêchées par an dans cette région qui regroupe 8 tribus. Ce n'est plus une pêche vivrière, mais bien une microéconomie qui s'est mise en place, ce qui impose une gestion plus précise de la ressource. Une réglementation existe déjà aujourd'hui concernant la pêche au crabe. Les études menées ont pour vocation, quant à elles, d'aider à préserver un équilibre fragile. Pour cet échange de savoir, le travail de terrain est indispensable. Un peu plus au sud, la tribu d'Unjo accueille les scientifiques qui viennent faire un compte-rendu de leurs études en cours concernant la pêche au crabe. Cette démarche participative est au centre d'une approche moderne de la préservation des milieux naturels. Par le passé, trop de règles furent édictées qui n'avaient pas leurs racines au cœur des populations locales. 800 grammes pour un crabe. Là-bas, il fait 1,2 kg en moyenne, en gros. Et ici, on a compté qu'en moyenne, pour un ménage, par mois, ça rapportait 60 000 francs. Vous, c'est un peu plus, donc c'est bien, ça vous fait gagner plus de sous.
Tant mieux pour la fin du mois. Et bon, l'avantage, c'est quand même que vous ayez le petit marché là au bord de route. C'est le pays tout entier qui est concerné par cette nouvelle façon de construire l'avenir. L'Union internationale pour la conservation de la nature a identifié le récif calédonien comme un site naturel d'importance mondiale. La France a inscrit ce site et les écosystèmes qui y sont associés sur sa liste nationale des biens à inscrire au patrimoine de l'UNESCO. La démarche date de 2001 et aujourd'hui, le travail de mise en place du dossier d'inscription arrive à son terme. 60% de la superficie totale du lagon calédonien sont concernés, soit environ 15 000 km². Le Grand Lagon Nord, incluant les récifs d'Entrecasteaux et une partie de la zone côtière nord. Une partie de la zone côtière ouest. Le Grand Lagon Sud. Et enfin, le lagon d'Ouvéa et Beautemps-Beaupré. Le bien est identifié, mais la démarche ne serait pas complète sans la mise en place de dispositifs de gestion permettant d'en assurer la préservation. Et c'est là qu'intervient de nouveau la notion de gestion participative. Ce lagon reçu en héritage par les Calédoniens devra faire l'objet d'une autre vision, d'une remise à plat des habitudes. Le lagon de l'île d'Ouvéa fait partie du projet d'inscription. Ouvéa est l'une des 3 îles Loyauté situées à une centaine de kilomètres à l'est de la Grande Terre. Sa formation géologique diffère de l'île principale. C'est un atoll d'origine volcanique. Son vaste lagon est ponctué d'un chapelet d'îlots, les Pléiades du Nord et les Pléiades du Sud. Ils sont souvent au cœur de problèmes liés à la notion de propriété coutumière, dont l'expression ne trouve pas de relais dans le droit français concernant les zones maritimes. Il y a des gens, enfin les gens du Nord qui sont propriétaires, pareil du Sud aussi, qui sont propriétaires d'îlots. Et eux rencontrent souvent des problèmes parce que c'est des gens qui vivent de la pêche aussi. Et puis les îlots sont assez loin, non contrôlés. Et des fois, il y a des gens qui viennent faire la pêche là. Ces gens-là, ils sont propriétaires d'îlots, mais on ne le voit pas ou quoi. Des fois, ils sont là et puis il y a des gens qui vont sur l'îlot. Des fois, on descend à 15, 20, 25 nœuds de vent et on voit des lumières en bas. Et quand on voit des lumières, on sait que ce n'est pas des bateaux d'ici. Nous, on n'a pas des bateaux, de bateaux équipés pour y aller avec des conditions pareilles. J'ai vu un petit peu partout ce que fait l'UNESCO pour d'autres pays, quoi. Je pense que sur Ouvéa, moi je pense que ça peut amener quelque chose. Bon, ça va faire beaucoup de changements, il y aura beaucoup de changements sur notre façon de vivre, mais si on ne réagit pas maintenant, on ne réagira jamais. Le lien à la mer est très fort sur cette île de pêcheurs. En amont de la mise en place d'un mode de gestion participatif, il faut commencer par définir les choses dans le mode de pensée des habitants. Nommer, identifier, prévoir la méthode qui impliquera aussi bien les responsables coutumiers de l'île que l'administration de la province. C'est un chemin long et complexe qui passe par le respect des traditions et du sacré. Nous sommes au nord de l'île, à la chefferie de Wénéki. Ce type de réunion avec les coutumiers permet de faire émerger les contradictions et les voies à suivre. C'est un pas de plus vers une participation active, volontaire. L'atmosphère est lourde des non-dits qu'il faut se dire. Ils ont aussi des sites à dire et puis aussi à... Vous avez évoqué la dernière fois dans notre réunion le fait qu'il y a une volonté peut-être de remettre à jour certaines choses, toute une recherche, notamment par rapport à la toponymie. Vous aviez émis en tout cas ce vœu. Est-ce que par rapport justement à tout ce travail de toponymie, c'est une chose dont vous allez discuter par rapport justement à ces fameuses zones? Petit à petit, la démarche va prendre forme. Il y a des clans qui vont dire leur savoir.
comment est-ce qu'il voit la chose. Donc dans ce cas-là, quand par exemple le comité, lui, il est informé qu'il y a des personnes qui voudraient justement parler, détailler les zones bien spécifiques, à ce moment-là, on ira avec ce comité-là, accompagner des gens responsables de là. Hein, et eux, ils recueilleront les renseignements que les gens vont donner. La culture, elle est sacrée. Et les noms qui seront cités plus tard, ce sont des noms sacrés. On ne peut pas marcher sur ce qu'on éviterait d'avoir. C'est pour ça que je pose la question. C'est parce que justement, on ne veut pas commettre d'impair par rapport à ça. Hein. Je vous rappelle que ce qu'on avait en termes d'esprit, de travail, on a la conscience qu'on va toucher à des choses qui sont très délicates, qui font référence à l'identité, à l'histoire des clans, etc. Il y a la volonté de respecter ce que nous, dans notre langage, on appelle la propriété intellectuelle coutumière. Parce que c'est une propriété aujourd'hui. Le savoir, les noms, c'est une propriété coutumière. Est-ce qu'on est prêt avec les élus, avec la province des îles, avec vous les coutumiers, est-ce qu'on est prêt à travailler ensemble? Mais comment est-ce qu'on va s'organiser jusqu'à qu'on ait la réponse du dossier UNESCO, mais on ne va pas attendre la réponse. On va travailler pour mettre en place, avant que la réponse tombe, pour qu'on mette en place des délibérations, etc. Déjà commencer à faire le suivi, faire des formations, faire de la sensibilisation, préparer le terrain. Les scientifiques et l'institution n'apportent pas ici une bonne parole préétablie. Ils sont les amorces transparentes du dialogue et de la réflexion. Ils aident à la construction d'un projet qui impliquera avant tout les habitants dans le cadre de l'inscription du lagon. Nous retrouvons notre équipe à l'antenne de la province installée à Ouvéa pour une réunion publique. Les élus ont un rôle clé à jouer dans ce projet. C'est aussi de leur implication que dépendra la réussite de l'entreprise, du lien qu'ils sauront créer entre les deux univers. Des fois, nous avons des incompréhensions avec les écologistes. Les écologistes véhiculent une vision occidentale bien nette, avec séparation de la nature et de la culture. Alors que chez nous, ici, chez les Océaniens en général, le Kanak en particulier, le respect de la biodiversité et le respect de la diversité culturelle constituent une seule même problème. Là. Et il n'y a pas de séparation, de même qu'il n'y a pas de séparation entre la terre et la mer. Et c'est toute cette problématique-là qui nous intéresse, parce que l'UNESCO reconnaît la gestion communautaire du lagon, par exemple. Lorsque l'UNESCO classera nos récifs dans la liste des communs de l'humanité, automatiquement, c'est une reconnaissance de la gestion communautaire de notre lagon. C'est par ce biais-là qu'on pourra parler de la cogestion entre les institutions de type occidental et puis nos coutumiers. Le lien entre l'institution et la coutume, c'est peut-être aussi le lien entre le passé, le temps des vieux, et l'avenir des générations futures. Les vieux, ils étaient conscients de la mer, ce que rapportait la mer, parce qu'ils faisaient attention, les vieux. Ils faisaient plus attention que nous maintenant. Participer surtout pour l'avenir du métier. Pêcheur, on ne reste pas toute la vie pêcheur. Quoi. Je suis pêcheur maintenant. Moi. Actuellement, j'ai franchi la quarantaine, tu vois, puis je sais que dans 20, 30 ans, à la limite, je serai déjà, tu vois. Il y aura des jeunes qui vont arriver derrière. Moi, je disais tout à l'heure, si moi je ne fais pas l'effort aujourd'hui de respecter, de mettre en place de collaborer et puis de mettre en place, le mec qui va le faire, on aura 10 ans de retard déjà. Si je pense que mon fils le fera après, ben, on aura déjà cet écart-là après. Et après, le problème d'aujourd'hui sera multiplié par 2, par 3, par 4. Il y a un début à tout, quoi. Il y a un moment où ça va mal être, on va mal accepter, et puis après, petit à petit, il faut amener les gens à s'habituer à cette forme de vie.
De passé et d'avenir, il en est aussi question dans un tout autre registre, celui de l'industrie du nickel. Le pays possède un quart des ressources mondiales de ce précieux minerai. Par le passé, peu de cas étaient faits des pollutions induites par son exploitation. La terre emporte les cicatrices et le lagon s'est retrouvé impacté par le lessivage de ces montagnes écorchées. Si les choses progressent peu à peu dans ce secteur, tous les regards sont tournés aujourd'hui vers les deux grands projets industriels dont dépendent l'avenir économique et social, ainsi que l'équilibre politique du pays. Retour vers le nord-ouest de la Grande Terre, près de la petite ville de Koné. Ce massif montagneux qui domine la zone, c'est le Koniambo, un des gisements les plus importants du pays. En collaboration avec l'administration de la province Nord, l'IRD de Nouvelle-Calédonie a mis en place un chantier d'études pour réaliser un point zéro avant le démarrage du projet minier. Ce projet minier en fait va avoir plusieurs impacts sur la zone. Donc nous, ce qui nous concerne, les recherches qui nous concernent se passent sur les récifs coralliens. Au niveau des récifs coralliens, il va y avoir, je dirais, deux types d'impacts principaux. D'une part, un impact direct via l'augmentation des particules en suspension dans l'eau, parce qu'il est prévu donc la construction d'un chenal. Et le deuxième type d'impact va venir de l'augmentation de la population dans la zone. Actuellement, il y a à peu près 8000 habitants dans la zone de VKP et cette population donc, est prévue d'augmenter, de doubler d'ici les 10 prochaines années. Donc cette augmentation de population va augmenter donc, la pression de pêche dans le milieu. L'étude sur le point zéro, en fait, on a pris un peu plus d'avance en ce qui concerne les études au niveau marin, puisque les études ont commencé en 2002. Donc on a quand même un certain recul vis-à-vis des populations de poissons notamment, et il y a aussi des études qui se font sur ce qu'on appelle les peuplements benthiques, c'est-à-dire les peuplements fixés, les coraux, les algues. On vient de la presqu'île de Fouet et on va aller jusqu'à la passe de Goyeta et on va plonger sur le récif là. Sur des fonds en fait, je sais pas, il doit y avoir 4 mètres d'eau, 4-5 mètres d'eau. Donc là c'est le front récifal, interne lagon et externe. D'accord ? Le récif barrière, c'est des stations qui sont situées à l'intérieur du lagon. Donc une soixantaine de stations qu'on suit et on a aussi également quelques stations qui sont situées sur la pente externe. Cette partie de Goyeta correspond à la zone la plus riche de toute notre aire d'études donc sur VKP. On a en gros pour les poissons entre 80 et 100 espèces. Les plaquettes sont là. Donc là on amène la plaquette et les feuilles de comptage. Donc ça c'est des feuilles de comptage poisson. Donc ce qu'on met, c'est le nom de l'espèce qu'on observe, le nombre d'individus qu'on voit, et ensuite on note aussi la longueur, on estime la taille de chaque individu. Et sur chacune des stations, on va prendre des relevés qui concernent le substrat, c'est-à-dire tout ce qui est fixé, donc le corail, les algues, etc. sur notre transect, donc qui est notre ligne de 50 mètres. Prendre en compte donc les organismes vivants et aussi tout ce qui est le substrat détritif, le sable, les coraux morts, etc. Ce qui serait intéressant, en fait, là c'est sûr que j'essaye de travailler un petit peu avec la province Nord et pour essayer de voir s'il y a moyen de mettre cette zone en réserve marine pour vraiment avoir une zone témoin dans le suivi qu'on va faire donc, de l'impact du projet minier sur la zone. L'autre grand projet en cours se situe à l'extrême sud de la Grande Terre, dans la région de Prony.
C'est une région particulière du pays, avec un massif latéritique de surface. Un écosystème déjà fragilisé par la disparition d'une végétation spécifique, le maquis minier, qui n'est plus là pour retenir la terre rouge pendant les périodes de fortes pluies. Le chantier de construction de l'usine est déjà en cours. Pourtant, tous les problèmes liés à l'impact futur sur le lagon ne sont pas encore réglés par l'industriel. Les stations d'observation constituent en fait un réseau de 18 stations qui permettent d'avoir un point zéro de la colonne d'eau et des sédiments qui sont immédiatement à la verticale de ces colonnes d'eau que l'on a étudiées. Ça constitue de toute façon la base pour toute étude d'impact. Il faut d'abord caractériser le milieu. Ça veut dire qu'on va aller voir ce qui s'est passé, on va voir l'état des lieux avant qu'il y ait une activité quelconque. Dans l'eau. On a cherché à caractériser. Ah, et là. On a cherché à caractériser 3 sites, c'est le deuxième, différents. La clé, merci. Bon, c'est bon. Ça, c'est le carrousel du piège à sédiments. C'est-à-dire que on aura collecté de la matière en suspension sur 24 heures pour chacun des godets. Donc là, ça représente à peu près un mois de collecte. Voilà, hop, on va le stocker. Alors, on traite ces échantillons au laboratoire. La future usine de traitement du nickel produira des déchets, dont certains seront rejetés directement dans le lagon par un effluent, sorte de tuyau sous-marin qui sera placé sous haute surveillance. Ce type de matériel va être largement utilisé dans des zones un petit peu différentes, des zones qui sont les secteurs potentiellement influencés par l'effluent lui-même. Ça va nous servir par la suite, parce que ce genre de technique, une fois que l'effluent sera effectif, c'est-à-dire qu'il y aura un déversement de cet effluent, ces techniques vont nous permettre de caler, de calibrer, de valider les études que l'on aura conduites tant sur le comportement chimique que sur le déplacement de ces masses d'eau. Ça constituera la base d'une nouvelle réflexion pour voir là où on a minimisé ou exagéré les problèmes. Les scientifiques jouent ici un contre-la-montre important pour l'équilibre de la zone. La Nouvelle-Calédonie est à un tournant dans son histoire. Le lagon calédonien est un héritage précieux qui se retrouve au cœur du projet de société du pays. Le travail des différentes équipes scientifiques apporte des éclairages précis sur la ressource et son état, donne des orientations possibles en matière de préservation et crée des passerelles entre les habitants et leurs institutions, entre le passé et l'avenir. Mais c'est sans doute le lien indéfectible qui existe depuis toujours entre les Calédoniens et leur lagon qui permettra le mieux de garantir sa préservation et l'équilibre indispensable des écosystèmes qui le composent.